Alors Carole, quel est le métier que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant, petite fille? Quand j'étais petite fille, moi je voulais être vétérinaire. Ouais. Ah oui. J'adore les animaux et quand j'étais petite fille, on avait plein d'animaux à la maison. Et c'est vrai que c'était ma grande passion. Et j'aurais adoré être vétérinaire. Et finalement, c'est le seul métier que vous n'avez pas fait. Il y en a d'autres que j'ai pas fait, mais il en fait partie. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, je reçois une entrepreneuse pétillante, dynamique, pleine d'enthousiasme, une femme qui met la notion de transparence sur un piédestal avec June, son entreprise dont la spécialité est la couche. Bonjour Carole Juge-Lewellyn. Bonjour. Alors vous avez créé June il y a 2 ans et vous savez qu'Air France vous a piqué votre nom de boîte il y a 1 an parce qu'Air France a lancé sa compagnie aérienne qui s'appelle June aussi. Voilà, je sais pas si ouais, si, on est tout à fait au courant. Ouais. Ils ont lancé une compagnie aérienne. Je crois le même mois que nous, on a lancé notre première couche à la vente, donc en juillet de l'année dernière. Mais il n'y a rien à voir entre les deux, enfin, vous n'aviez pas, c'est rien un à hasard voir total. Du tout, c'est un hasard de leur côté, puisque nous, on l'avait choisi avant. Quoi. Voilà, donc pourquoi vous avez choisi June, vous, pour cette... Alors, il y a une histoire assez mignonne, on cherchait un nom qui à la fois sonnait bien et qui en même temps transportait un peu les valeurs d'amour, de bienveillance qu'on voulait mettre dans la marque. Et June, en persan, ça veut dire ma puce, ma chérie. Donc typiquement, on dirait Quentin June pour dire Quentin mon chéri. Ok, d'accord. Donc c'est un peu un petit surnom, phonétiquement. Ouais, d'accord. Voilà. Donc les prémices de cette entreprise, ça s'est passé comment? Quand est-ce que vous avez eu cette idée? Pourquoi? En fait, la genèse de June, ça remonte à il y a un petit peu moins de 2 ans. J'avais plein de parents autour de moi qui se posaient beaucoup de questions sur la qualité des produits qu'ils utilisaient. Et on se rend compte que comme c'est un marché en fait, qui découvre, on devient parent le jour où finalement une femme est enceinte. Alors c'est un monde qu'on découvre en intégralité et ça amène énormément de questions et énormément d'angoisse. Et en fait, en rediscutant pas mal avec les parents, on s'est rendu compte qu'ils ne comprenaient pas vraiment la composition des produits. C'était très anxieux dans les choix qu'ils faisaient et les marques étaient assez peu transparentes. C'est une industrie qui restait assez opaque et on s'est dit que c'est quand même dommage qu'à l'heure de l'information continue, de Twitter, de Facebook, on ne soit pas capable de donner une information 100% directe avec le consommateur. Donc là, on parle de la transparence, on parle que de la couche ou de l'ensemble des produits de la petite enfance Le marché de la puériculture, c'est un marché qui est assez spécifique puisque finalement la durée de vie du consommateur, elle est très faible. Il y a 88% des gens en France qui ont 2 enfants et on utilise des produits de puériculture pendant les 2 voire les 3 premières années. Donc ça fait une durée de vie maximum de 6 ans. C'est très très court pour une industrie parce que ça veut dire qu'il faut le temps de rentabiliser l'innovation. Derrière, il faut aller chercher le consommateur puisque c'est un consommateur qui découvre un marché puis qui en sort assez vite. Ouais. Donc c'est assez compliqué. Ouais. Et donc votre promesse, donc vous garantissez donc la transparence totale sur les produits, etc., comment ils sont faits, d'où ils viennent, etc. C'est dur à tenir cette promesse-là ou pas? Alors pour nous, c'est pas dur à tenir puisque nous, c'est vraiment pour ça qu'on a lancé la marque. Ça a été un peu difficile de le mettre en avant au sein de cette industrie. On a été la première marque de couches au monde à publier nos analyses toxicologiques qui expliquent exactement ce qu'il y a dans nos couches et l'absence de produits nocifs. Dans nos couches, on ne trouve pas de glyphosate, pas de composés organiques volatiles cancérigènes. Et ça n'a pas toujours été bien reçu parce que justement, ça fait aussi bouger les lignes et ça donne un standard qui est un peu différent. Parce que ce que vous proposez, ça me fait penser, il y a toute une vague en ce moment, l'application Yuka par exemple, qui détaille, qui permet de passer au scanner tous les produits. Vous, c'est un peu le même objectif finalement. L'objectif est similaire et d'ailleurs, toute notre gamme cosmétique pour enfants a des notes excellentes, voire parfaites sur Yuka. Et donc selon vous, cette tendance de fond, ça va devenir de plus en plus intense et les gros acteurs de l'économie vont devoir changer leurs habitudes? Tout à fait. Moi, je pense que ce qui est important, et c'est aussi là où la démarche de June est intéressante, c'est qu'on essaye au quotidien d'élever les standards à l'heure actuelle qui ne correspondent plus aux valeurs du consommateur. Je pense que le consommateur a envie de consommer mieux, de consommer avec une conscience qui est beaucoup plus élevée et donc d'avoir une consommation plus raisonnée. Je pense que le tout-consommation et l'ultra-consommation, c'est quelque chose qui est vraiment derrière. Et donc, les valeurs de June reflètent vraiment cet esprit-là. Et qu'est-ce qui explique que sur cette gamme de produits-là, spécifiquement sur le marché de la puériculture, il y ait aussi peu d'infos? Dans le milieu, pour la couche en tant que telle, il y a très très peu de législation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de législation. Exactement, il y a beaucoup de législation sur la dermocosmétique, mais sur la couche, il y a très peu de législation. Il n'y a aucune obligation, par exemple, de marquer la composition sur les paquets, de préciser la composition. Et il y a énormément de discours qui parfois sont un petit peu limites sur la composition et ce qu'il y a à l'intérieur des produits, ce qui n'est pas normal.
Alors, avant de June, vous aviez déjà créé une boîte, Momiville, vous avez aussi été actrice, vous avez créé un roman, enfin voilà, tout un tas de choses. Après 2 années, néanmoins, Momiville, vous avez mis la clé sous la porte. J'ai vu sur LinkedIn que vous aviez écrit un post où vous racontez votre deuil. À quelle leçon vous avez tiré de cet échec entrepreneurial, comme il y en a des centaines et des centaines dans notre pays? Je pense que la plus grande leçon, c'est qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait se relever. Il faut être... Qui accepte. Il faut accepter, il faut être très exigeant avec soi-même, parce que déjà, c'est vrai qu'on est exigeant avec les autres, mais il faut vraiment être très très exigeant avec soi-même et ne pas accepter des choses qui vous paraissent sur le coup un petit peu moyennes. Et je pense que c'est l'erreur sur une première boîte qu'on a tous un petit peu envie de faire, c'est d'accepter des choses qui nous paraissent pas forcément incroyables, mais sur le coup, on se dit, bon, bah, il faut ça pour. Et avec June, j'ai justement voulu être beaucoup plus radicale, et c'est aussi pour ça que le positionnement de June est extrêmement tranché, parce que finalement, j'ai plus envie de faire de compromis, et j'ai vraiment envie de mettre en avant des choses qui sont fortes et qui sont intenses. Il y a des réflexes que vous aviez eus pour Momiville que là, pour June, vous n'avez pas du tout fait, pas pareil. Totalement, ouais. Comme quoi, par exemple? Je vais prendre des décisions beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que, par exemple, sur une décision sur un développement de produit, si on a la moindre, on se dit souvent chez June, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et donc voilà, autant avant, on se serait posé la question, ça aurait pu durer des jours et des jours. Autant là, en 10 secondes, c'est tranché. S'il y a le moindre doute, il n'y a pas de doute et donc on ne le fait pas. Donc je parlais de vos différentes vies. Il y a encore quelques années, vous étiez dans l'enseignement à Paris 12. Vous avez un parcours universitaire plutôt brillant en littérature. Rien ne vous prédestinait finalement à une carrière d'entrepreneuse? Non, mais en même temps, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Vous êtes vétérinaire. Non, mais je pense que c'est un peu la quintessence d'un entrepreneur d'avoir un parcours atypique. Finalement, il n'y a pas d'école au monde qui prépare à être entrepreneur. Et c'est une des premières choses qu'on m'a dit quand j'ai monté ma première boîte. C'est Christophe Reynaud d'Isaïe qui m'a dit ça. Il dit il n'y a aucune école au monde qui prépare au fait d'être chef d'entreprise. Et donc, au final, je pense que le parcours que j'ai eu m'a permis de grandir dans ma créativité et dans ma rigueur aussi. La recherche, ça inculque beaucoup de rigueur. Donc ça, c'est un outil qui est quand même assez utile pour diriger une entreprise au quotidien. Et donc là, vous avez mentionné un de vos mentors. Il y a des personnes comme ça qui vous ont mis le pied à l'étrier, enfin qui vous ont donné les bons conseils pour avancer? Il y a eu pas mal de gens avec qui j'ai pu échanger parce que justement, mon réflexe d'ancienne chercheur était de parler avec beaucoup de gens, de lire énormément de livres. Donc beaucoup de lectures, beaucoup de discussions avec pas mal d'entrepreneurs qui avaient réussi ou même de gens qui avaient travaillé dans des entreprises. Il faut savoir une chose, c'est qu'avant June, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise privée puisque j'ai toujours été soit fonctionnaire, soit freelance. Mais j'ai jamais travaillé dans une entreprise privée à part la mienne. Merci beaucoup, Carole Juge-Lewellyn. Merci.